Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus que la semaine prochaine, je ne vous verrai pas, donc je le rappelle tout de suite pour ceux qui seraient tentés de venir m'écouter au Collège de France mardi de la semaine prochaine, il faudra attendre une semaine de plus, donc profitez-en bien aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler d'un groupe d'hommes fossiles qu'on appelle les Denisoviens, et qui est relativement nouveau dans le paysage paléanthropologique. C'est un groupe qui est spécifiquement un groupe asiatique, donc il s'insère absolument naturellement, et même il s'impose dans cette série de cours sur la paléanthropologie de l'Asie. C'est un groupe qui a été découvert de façon assez inhabituelle. Vous savez qu'en paléanthropologie, il y a une longue tradition de découverte d'hommes fossiles à travers des spécimens plus ou moins spectaculaires. Ça a commencé avec la découverte de l'homme de Néandertal en 1856, et puis depuis, on a découvert des tas de fossiles tout à fait intéressants. Ce groupe d'hommes fossiles, qu'on appelle les Denisoviens, a été découvert non pas grâce à la mise au jour d'un beau crâne ou d'une belle mandibule, mais grâce à une analyse d'ADN ancien, et sur des vestiges très modestes, comme vous allez le voir. Le groupe est nommé à partir d'un site qui s'appelle Denisova, qui est un site qui se trouve dans l'Altaï. Donc vous voyez, là, on est bien au nord de ce fameux obstacle géographique dont on a souvent parlé, de l'Himalaya, du plateau tibétain. Et donc on est assez haut en latitude. Ce site, il est très à l'est de toute une série d'autres sites qu'on connaît en Asie centrale et dans lesquels on a découvert des Néandertaliens, en particulier ici en Ouzbékistan, le site de Téchiktash, c'est un site qui est très connu pour la découverte d'un Néandertalien dans la première moitié du XXe siècle. Puis évidemment, plus à l'ouest, c'est les sites du Levant dont on va parler, non pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines. Et puis, dans l'Altaï même, on a plusieurs autres sites qui sont proches de ce site de Denisova, en particulier le site d'Okladnikov et le site de Chagyrskaya. Kladnikov, c'est le nom d'un archéologue russe qui a beaucoup travaillé dans cette région avec ses étudiants et à qui on doit la découverte et la fouille de ces sites-là il y a maintenant plus d'une génération. Alors dans ces sites, on a trouvé donc, en tout cas dans le site de Denisova, on a trouvé ces fameux Denisoviens. Et vous voyez que la pastille qui représente la grotte de Denisova est partagée en 2 couleurs, du rouge et du bleu. Ça veut dire qu'on y a trouvé des Denisoviens. On a aussi trouvé autre chose. On a trouvé des Néandertaliens aussi dans cette grotte, puis aussi d'autres restes qui sont probablement des restes d'hommes modernes. Et ces sites qui sont proches ici à Okladnikov et Chagyrskaya, ce sont des sites qui, eux, ont livré pour l'instant uniquement des hommes de Néandertal. Ils représentent l'extension maximum des Néandertals vers l'est, dans une bande de latitude qui va donc très loin jusqu'à l'Altaï, qu'ils ont atteint au moins à une certaine époque de leur évolution. Je vous disais donc que ce groupe il a été découvert en 2010. Et je vais tout de suite vous montrer le spécimen qui a permis la description de ces Denisoviens, enfin l'identification de ces Denisoviens. Vous allez voir que c'est un fossile extrêmement peu spectaculaire. Il s'agit de ce fragment osseux qui est posé là dans la position anatomique qu'il occupait sur l'individu auquel cet os appartenait. C'est un petit morceau d'une phalangette, c'est-à-dire la dernière phalange, celle qui porte les ongles, du petit doigt d'une petite fille. Et donc c'est un tout petit bout d'os
Et vous me direz, pourquoi on s'est intéressé à ce petit bout d'os? C'est bien parce qu'il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, donc de l'année 2010. C'est une époque où les recherches en paléogénétique sont, j'allais dire, en pleine explosion. En particulier, on séquence le génome de l'homme de Néandertal avec une certaine précision pour la première fois. Et donc, mes collègues de l'Institut Max Planck à Leipzig, qui travaillent dans le département de génétique, sont assoiffés d'échantillons qui peuvent contenir de l'ADN fossile et notamment de l'ADN de Néandertal. Et dans les mois qui ont précédé cette découverte des Denisoviens, eh bien, nous venions juste de publier un article justement sur ce site d'Okladnikov que je vous ai montré tout à l'heure, à côté du site de Denisova. Et dans cet article, justement, nous montrions que les Néandertaliens étaient présents dans l'Altaï. Et déjà, cette découverte avait été faite grâce au reste d'ADN découvert dans des fragments osseux assez peu spectaculaires qui avaient été exhumés à Okladnikov. D'une certaine façon, j'allais dire, c'était assez attendu de trouver de l'ADN ancien dans cette région d'Eurasie. Pourquoi ? Parce que l'ADN ancien se dégrade assez rapidement quand il est exposé à un climat chaud, même tempéré. Par contre, il peut se conserver beaucoup plus longtemps dans des climats froids. Le plus ancien ADN fossile qu'on connaisse aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas l'ADN d'un hominine, c'est l'ADN d'un cheval, mais c'est un cheval qui a quand même 700 000 ans, quelque chose comme ça, qui a été exhumé d'un sol gelé dans le Yukon. Et donc, après 700 000 ans, il y avait encore un petit peu d'ADN. C'est un ADN qui a été décrit par un chercheur qui est d'ailleurs aujourd'hui à Toulouse, qui s'appelle Ludovic Orlando. Donc on s'intéresse beaucoup aux zones froides, et donc on demande aux collègues russes qui fouillent ces sites de l'Altaï d'envoyer des restes. Et donc il y a quand même dans l'équipe russe quelqu'un qui a eu l'œil, parce qu'il a quand même reconnu que ce petit bout d'os c'était probablement un bout de phalangette humaine, d'un cinquième doigt, une petite fille. Et donc c'est comme ça que ce spécimen est arrivé à Leipzig. Et on va parler un petit peu de la grotte de Denisova dans un instant, plus en détail. Il se trouve que en fait, l'ADN dans cette grotte est extrêmement bien conservé. Et donc, en 2010, il y a une première étude qui a été publiée sur de l'ADN extrait de ce petit bout d'os. Et cet ADN qu'on a extrait, d'abord, c'était de l'ADN mitochondrial. Je vous rafraîchis la mémoire. L'ADN mitochondrial, c'est toute petite partie de notre génome qui est contenue non pas dans les chromosomes, non pas dans le noyau des cellules, mais qui est contenue dans des organeles cellulaires qu'on appelle les mitochondries, qui descendent probablement de bactéries qui ont été, si je peux dire, incorporées par les eucaryotes il y a très très longtemps, et qui vivent, qui sont des usines énergétiques pour les cellules, mais qui se reproduisent un peu pour leur propre compte. Donc elles ont leur propre ADN, qui est un ADN qui ressemble un peu à de l'ADN bactérien, et qui se reproduit par division. Alors l'ADN mitochondrial, c'est un ADN qui se transmet uniquement à 999 pour 1000, uniquement par les femmes, à leurs enfants, donc des lignées maternelles. Et surtout, c'est de l'ADN qui ne se recombine pas à chaque reproduction. Donc cet ADN, la seule chose qui peut lui arriver, c'est qu'il peut muter au cours du temps. Et de fait, l'ADN mitochondrial mute assez rapidement. Et ensuite, ces lignées mitochondriales, ces lignées maternelles, eh bien, elles se poursuivent au cours du temps, elles peuvent se perdre, elles peuvent disparaître, elles peuvent aussi être, on le verra, transmises à d'autres groupes, d'autres populations, voire d'autres espèces au cours d'épisodes d'hybridation. Donc cet ADN mitochondrial, il est
très abondant. Il y en a des centaines de copies dans les cellules, beaucoup plus que les 2 copies de l'ADN nucléaire. Et puis, il est assez simple à analyser. Et donc, en 2010, Johannes Krause, avec toute une équipe de collègues du département de génétique, moi y compris, on publie un article sur cet ADN mitochondrial. Et là, stupéfaction, l'ADN mitochondrial de cette petite phalangette, eh bien, ça n'est pas de l'ADN d'homme de Néandertal, ce qu'on attendait, ce qu'on espérait, c'est de l'ADN de quelque chose de complètement différent, qui semble avoir divergé du rameau des hominines il y a à peu près 1 million d'années. Donc bien avant la divergence entre les Néandertaliens et puis les hommes actuels. Et donc, vous imaginez l'excitation, on se dit, voilà, c'est quelque chose comme peut-être un Homo erectus ou quelque chose comme ça qui a été découvert. Mais assez rapidement, la même année, on va pouvoir séquencer l'ADN nucléaire, cette fois-ci, de ce spécimen. Et cet ADN nucléaire donne des résultats assez différents de l'ADN mitochondrial. Alors, l'ADN nucléaire, il représente, j'allais dire, presque la totalité de notre génome, mis à part l'ADN mitochondrial. Hein. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, complet, pertinent. Lui, il se recombine à chaque reproduction. Il est compliqué à analyser, mais il donne des résultats qui sont beaucoup plus, j'allais dire, solides. Et dans cet ADN, alors l'ADN de cette phalange est incroyablement bien conservé, et mes collègues arrivent à séquencer en moyenne une 30aine de fois chaque section de cet ADN nucléaire. Donc on a un séquençage d'une qualité extraordinaire, aussi bonne, même meilleure que probablement celle qu'on obtiendrait si on voulait séquencer votre ADN, hein, parce que là on a quand même mis le paquet, si je peux dire, pour avoir des résultats, pour éliminer tout un tas d'erreurs qui pouvaient se présenter. Donc on a un ADN nucléaire pratiquement complet avec beaucoup de précision. Et cet ADN nucléaire, il nous dit quoi? Il nous dit en fait que ces Denisoviens représentent un groupe frère des Néandertaliens, c'est-à-dire un groupe qui se serait séparé des Néandertaliens il y a environ 450 000 ans. On a un petit peu corrigé cet âge depuis, mais on reste toujours autour de 420 000, 430 000. Donc après la séparation entre ce groupe néandertalien plus dénisoviens et puis les origines africaines de l'homme actuel. Donc, sur le plan phylogénétique, voilà de quoi on parle. On a toute une série de formes qui dérivent d'Homo erectus, qui persistent plus ou moins longtemps dans différentes parties du monde, avec des formes naines dont on va parler lors du prochain cours. Et puis on a des formes qu'on va appeler des formes à grand cerveau, avec, disons, un groupe, un clade africain qui va donner notre espèce, qui diverge d'un clade eurasiatique il y a environ 650 000 ans. Et dans ce clade eurasiatique, on a une forme qu'on appelle parfois Homo heidelbergensis, qui est une forme un petit peu ancestrale, et puis les Néandertaliens et les Denisoviens, Néandertaliens et Denisoviens vivant plus ou moins à la même époque, disons entre 450 000 et puis quelque chose comme 50 000, 45 000, 40 000 avant le présent. Voyons un peu plus en détail à quoi ressemble ce site, à quoi ressemblent ces fossiles. Donc voilà la grotte de Denisova. J'ai eu la chance de me trouver cet été au mois d'août. Donc c'est pas moi qui ai pris la photo, c'est un drone en face de la grotte. Moi je suis à l'intérieur. C'est une grotte qui se trouve
dans une région assez spectaculaire. Elle se situe à peu près 25-30 mètres au-dessus du lit d'une rivière qui s'appelle la rivière Anouilh, qui est un tributaire de l'Aube, fleuve bien connu des cruciverbistes, et dans une région qui est une région de moyenne montagne. On est à peu près à 800 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Cette région de l'Asie centrale est assez, comme vous le voyez, est assez sauvage encore, hein. Il y a des panthères des neiges, des animaux assez extraordinaires qui vivent encore dans ces régions-là. C'est aussi une région qui est très variée du point de vue des paysages. Il y a au milieu de l'Altaï une zone de plateau qui est couverte par une sorte de steppe qui a assez peu changé au cours du Pléistocène. Et puis, quand on remonte vers le nord, eh bien, on va vers le sud de la Sibérie. Donc, une région qui est ouverte sur des environnements assez variés. C'est probablement pour ça, d'ailleurs, que les hommes y ont vécu. Le site est connu depuis assez longtemps. Il a été décrit aux première moitié du XXe siècle par des voyageurs. Alors, la grotte de Denisovas, il y a des tas d'hypothèses sur l'origine du nom. Je vous livre une d'entre elles. Il y aurait eu un ermite qui s'appelait Denis, qui aurait vécu dans cette grotte, mais il y a d'autres hypothèses qui impliquent un meunier du coin et d'autres encore. Donc la grotte a été fouillée, disons, à partir des années 70. Il y a eu des fouilles assez régulières, sinon permanentes. C'est une grotte qui est assez exceptionnelle, vous allez le voir, par l'épaisseur des niveaux archéologiques qu'elle recèle. Pour cette région du monde, c'est une des séquences stratigraphiques les plus importantes. Ce n'est pas une grotte qui est immense, hein, vous voyez, voilà, 3 mètres, hein, ça vous donne une idée de la taille. Donc il y a une zone d'entrée qui est, comme c'est souvent le cas, une zone dans laquelle le porche de la grotte s'est effondré, donc il devait exister une cavité là qui a disparu, qui est partie dans la pente. Il y a une chambre principale dans laquelle on rentre, et puis ensuite il y a 2 diverticules assez importants, une chambre qu'on appelle la chambre Est et une chambre Sud. Toutes ces zones ont été fouillées à des époques différentes. Voilà à quoi ressemblait au mois d'août la chambre Sud. Donc vous avez là des jeunes collègues russes qui sont en train de fouiller ces niveaux. Ces traces sombres que l'on voit sur la paroi correspondent à la trace laissée par ces niveaux qu'on voit ici au fond, qui sont des niveaux holocènes, c'est-à-dire des niveaux qui datent des derniers 10 000 ans. Et on a, en particulier au néolithique, on a des gens qui sont installés dans la grotte qui avaient des chèvres, des moutons, enfin des animaux domestiques qui produisaient du fumier. C'est ça l'origine de cette accumulation de matière organique et de ces traces noirâtres. Et puis là, ici en dessous, vous avez des niveaux qui, eux, sont des niveaux pléistocènes qu'on va voir un petit peu plus en détail. Alors, je vous l'ai dit, la grotte a livré une série d'industries dans des niveaux qui s'étagent sur plusieurs mètres. Alors, ça n'est pas une grotte qui est extraordinairement riche du point de vue archéologique. On a des outillages, mais ça n'est pas une grotte qui est qui a été intensément habitée pendant le Pléistocène. Et en fait, on pense que les habitants principaux de la grotte ont surtout été des carnivores. Il y a des restes de carnivores, il y a des restes de jeunes carnivores. Et surtout, c'est un problème pour étudier les Denisoviens, la plupart des ossements que l'on trouve dans cette grotte sont à peu près de cette taille-là.
parce que les hyènes sont passées par là, qui ont ajouté leurs effets au gel et au dégel du sol de la grotte pendant des périodes froides. Alors les industries, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il y a plusieurs groupes d'industries, mais disons que celles qu'on trouve associées à nos fameux Denisoviens, c'est un paléolithique moyen avec un débitage levallois. Alors, il a été comparé à d'autres paléolithiques moyens, en particulier du sud-ouest de l'Asie, du Levant. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tirer des conclusions très fortes du point de vue phylogénétique ou du point de vue de l'histoire des populations, de ces ressemblances d'industries, parce que ce sont quand même des industries assez, simples, et donc la possibilité de convergence du point de vue technique entre différents groupes est quand même assez élevée, et l'influence des matières premières aussi est à considérer pour expliquer la typologie de ce matériel. Voilà deux photos que j'ai prises cet été qui vous montrent la coupe stratigraphique dans la chambre principale et dans la chambre est. Alors, cette chambre est, c'est la chambre dans laquelle on a trouvé cette petite phalangette là-haut dans un niveau qui est le niveau 11. Et vous voyez tout de suite qu'on a donc dans la chambre principale, sous ces niveaux holocènes, qui sont des niveaux bien organisés, horizontalement, bien stratifiés, blanc, noir, gris, très riches en matière organique. Dès qu'on passe dans le Pléistocène, c'est-à-dire avant la fin de la dernière glaciation, eh bien, la stratigraphie de ces niveaux est tout sauf tranquille. Je ne sais pas si vous avez bien l'œil, mais vous vous rendez bien compte quand même, simplement en regardant la couleur de ces couches, qu'il s'est quand même passé des choses. Elles ne sont pas gentiment organisées comme celle-là. On a des remontées comme ça de couches anciennes dans des couches plus récentes. Regardez dans la chambre S, c'est pareil, on a des couches qui plongent, qui remontent, des formes en champignons, en coins, etc. Et ça, c'est certainement lié aux conditions climatiques quand même assez extrêmes auxquelles ce site a été exposé. Il faut bien se rappeler sa position géographique, son altitude, et surtout sa latitude. On est quand même assez loin vers le nord, si je peux dire, pour des hominines du Pléistocène, moyen et supérieur. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce qui fait l'intérêt de cette grotte pour les paléogénéticiens, aujourd'hui la température dans la grotte, elle est l'été entre 5 et 10 degrés dans la chambre sud, là où j'étais, et l'hiver, on est plutôt entre moins 10 et moins 15. Donc tout ça, c'est très bon pour la conservation de l'ADN. C'est pas terrible pour la conservation de l'organisation des couches. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui dans un interglaciaire. Donc, dans une période glaciaire, vous pouvez enlever pas mal de degrés aux chiffres que je viens de vous donner. Et donc, c'est un problème, j'allais dire, qui se pose de façon assez sérieuse à Denisova, c'est-à-dire, en plus de la fragmentation extrême des restes, on a ce problème de perturbation des niveaux archéologiques par des agents naturels, qu'ils soient la température, le climat, ou les carnivores qui, eux aussi, creusent, remuent, déplacent des sédiments. Alors, du point de vue des restes humains que l'on a découverts à Denisova et que l'on attribue aux Denisoviens, je vous ai dit que ce n'était pas très spectaculaire. Voilà tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, cette phalangette là, verte et bleue. Alors depuis, on a retrouvé un morceau qui collait dessus, donc on a maintenant une idée de la morphologie de cette petite phalange. On a dès 2010 décrit une dent, une molaire, une troisième molaire supérieure, une dent de sagesse qui est énorme.
Et puis, par la suite, on a dans le matériel qui a été découvert dans la grotte, alors parfois ce sont des découvertes qui sont anciennes, hein, mais en réexaminant le matériel, on a découvert d'autres dents, une dent de lait qui est fort usée, Denisova 2, et puis une autre molaire supérieure, troisième molaire supérieure. C'est comme ça, c'est la grotte des troisième molaires supérieures. Et récemment, donc l'année dernière, lors du congrès de l'Association américaine d'anthropologie physique, l'équipe qui travaille à Denisova a présenté ce bout de voûte crânienne qui vient de la galerie sud. Alors c'est très intéressant d'avoir ce morceau d'os, mais vous vous rendez bien compte que même en étant un très très bon paléoanthropologue, c'est très difficile de dire des choses sur la morphologie des Denisoviens. On reviendra là-dessus. Alors, comme je vous l'ai dit, la fouille continue avec beaucoup de, j'allais dire, de persévérance hein, par l'équipe russe. Et j'ai eu la chance, quand j'étais là cet été, d'assister, alors non pas en direct parce que ça avait été trouvé juste avant que j'arrive, mais d'assister, si je peux dire, à la découverte, ou du moins d'avoir entre les mains un autre bout de crâne venant aussi de cette galerie sud. Alors, je ne sais pas s'il remonte sur le bout précédent, mais ce que je tiens dans la main, là, c'est un bout de voûte crânienne, probablement du frontal ou du pariétal, je pense plutôt du frontal. Donc, on va peut-être trouver d'autres choses. Mais quand même, vous voyez que tout ça, ça reste très, très fragmentaire. Et un des problèmes, c'est qu'on a beaucoup de mal à se représenter à quoi peuvent ressembler ces Denisoviens. Du point de vue morphologique, on peut quand même dire deux, trois choses. D'abord, ces troisièmes molaires, ces dents permanentes hein, qui ont été découvertes à Denisova, donc Denisova 4 la première et Denisova 8 ensuite, ce sont des dents d'un très grand format. Vous voyez comparer ces dents-là à des troisièmes molaires d'hommes de Néandertal et d'hommes actuels. Et des hommes actuels, il y en a des tas qui n'ont pas de troisième molaire du tout. Mais là, on a des dents qui sont de très très grande taille. Alors, il est difficile de dire, j'allais dire, grand-chose de leur morphologie, parce que souvent, les troisièmes molaires sont des dents un petit peu excentriques hein, dans leur forme. En tout cas, quand on regarde ces dents, j'allais dire, elles ne ressemblent à rien. Elles ne ressemblent pas à des dents des molaires supérieurs de Néandertaliens et elles ne ressemblent pas non plus à des molaires supérieurs d'hommes actuels. Du point de vue de la taille, donc lorsque on a comparé ces dents à des dents de différents groupes d'hominines fossiles, eh bien, vous voyez que Denisova 4 et Denisova 8, eh bien, quand on prend leur diamètre mésiodistal et buccolingual, hein, c'est ce que les anthropologues font pour mesurer la taille des dents, hein, eh bien, on a des mesures qui les placent au milieu de tous ces petits losanges rouges et bleus. Et vous voyez que ces losanges rouges et bleus, eh bien, ce sont des australopithèques. Hein. Donc, ces dents ont des tailles qui sont les tailles qu'on trouve normalement sur des troisièmes molaires d'australopithèques. Et si vous allez chercher des hommes, des homo sapiens récents ou des néandertaliens, donc des ronds verts ou des triangles oranges, vous voyez, ils sont là. Hein. Donc, on est très très loin de ces formats. Du point de vue de l'épaisseur de l'émail dentaire, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que l'émail dentaire de Denisova 4, donc cette grosse troisième molaire supérieure, est faible, très faible, comparé à ce qu'on trouve chez des hommes actuels. Donc un émail dentaire fin. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est un caractère qu'on a aussi chez les Néandertaliens. On a beaucoup spéculé sur pourquoi les Néandertaliens ont un émail dentaire fin, mais bon, c'est peut-être lié à la taille des couronnes dentaires et au mode de développement de la dentine et de l'émail
Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Mais vous voyez déjà qu'on a là au moins un caractère qui est partagé avec les Néandertaliens, et c'est quelque chose qu'on va observer sur d'autres aspects dont je vais parler aujourd'hui, de ces Denisoviens. Mais en même temps, on a aussi des différences nettes avec les Néandertaliens. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait retrouvé un bout de phalangette qui se mariait avec le fragment qui avait été étudié à Leipzig. En fait, les collègues russes avaient la phalangette, ils envoyaient un morceau dans un laboratoire et un autre morceau ailleurs. Après pas mal d'années, donc presque une dizaine d'années, ces deux fragments ont été associés à nouveau. Et donc il y a eu une publication cette année sur des données génétiques tirées du fragment qui a atterri à Paris, et puis aussi une description donc, de la morphologie de cette phalangette par des collègues de l'Université de Bordeaux, Isabelle Crèvecoeur en particulier. Et vous voyez que cette phalange, elle est petite. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle appartient, je vous l'ai dit, à un individu de sexe féminin qui n'est pas adulte. Alors c'est difficile de donner un âge en se fondant sur la taille de la phalangette. Alors on dit 12-13 ans peut-être. En tout cas, du point de vue de la forme, elle est très différente de ce qu'on observe chez un néandertalien, comme cette phalangette qui vient de Krapina. Vous voyez que chez les néandertaliens, les phalangettes sont élargies, hein, donc ils ont le bout des doigts large, si je peux dire, et c'est un caractère que l'on n'a pas chez les hommes actuels et que l'on n'a pas chez les Denisoviens. Alors dans la presse, en tout cas ceux Denisoviens, cette Denisovienne, alors dans la presse, assez vite, on a entendu dire que les Denisoviens avaient des doigts modernes. En fait, rien ne nous dit que c'est moderne. Ce n'est pas parce que c'est présent chez l'homme actuel que c'est moderne. En fait, tout porte à croire que c'est plutôt la disposition primitive qui a été conservée par les hommes de Denisova et par les Homo sapiens, et que les Néandertaliens, eux, ont développé quelque chose de particulier, de dérivé, d'évolué, si vous voulez, qui sont ces phalangettes élargies. Donc voilà pour la morphologie. Il faut ajouter à ça que on a, dans la grotte de Denisova, je vous l'ai dit, des fossiles qui ne sont pas des Denisoviens. Et on a en particulier des restes de néandertaliens que vous voyez là. Alors encore une phalange, cette fois-ci d'orteils. Et puis ces fragments osseux. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on peut identifier un morceau comme ça, non seulement comme un vestige de squelette humain, mais en plus comme un vestige de néandertalien. Eh bien, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on utilise des tests moléculaires, qui sont des tests assez simples, pour identifier l'espèce des fragments qui ne sont pas identifiables. En fait, on utilise une technique qu'on appelle dans le jargon ZOOMS, ce qui veut dire en anglais Zooarchaeology by Mass Spectrometry. Et en fait, cette technique consiste à extraire des restes de collagène des fragments osseux, de fragmenter ce collagène sous la forme de peptides en coupant les molécules de collagène à des endroits précis de leur séquence d'acides aminés, et puis ensuite en pesant, si vous voulez, en mesurant la masse de ces peptides. Et donc, on obtient des masses différentes pour ces peptides. Il se trouve que comme la séquence d'acides aminés le long des molécules de collagène n'est pas la même dans chaque espèce de mammifère, eh bien, de façon assez simple, on peut au moins identifier le genre, sinon l'espèce, pour un coût qui est assez modeste et de façon assez rapide. Dans ce spectromètre de masse, on met une platine comme ça où il y a 250 fragments d'os qui font 2 mm,
et en 1 heure ou 2 après, en gros, on sait à qui appartenaient ces fragments. Et donc, c'est une technique qui est utilisée de plus en plus. Nous l'avons utilisée pour identifier des restes de néandertaliens à Arcis-sur-Cure. Elle est utilisée à Denisova, et vous verrez dans une publication prochainement apparaître comment nous l'avons utilisée dans un autre site pour identifier des restes humains. Donc, en gros, vous pouvez prendre tous les restes fragmentaires, et il y en a beaucoup dans un site archéologique comme ça. Il faut se dire qu'à peu près, en moyenne, 70% des os qui sortent d'une fouille archéologique paléolithique ne sont pas identifiables. Ce sont des petits bouts d'os, et à Denisova, c'est probablement beaucoup plus que 70%. Et donc, on peut identifier comme ça des restes d'hominines, et puis ensuite, une fois qu'on a identifié ça comme étant quelque chose qui est un hominine, eh bien, on fait un prélèvement ADN, et là, on sait si c'est un néandertalien ou si c'est autre chose. Donc, on a des restes très fragmentaires de néandertaliens. On a des restes d'hommes dont on ne sait pas pour l'instant ce que c'est. C'est peut-être des néandertaliens, peut-être des dénisoviens, peut-être des homo sapiens. Et puis, ce bout ici, là, qui s'appelle Denisova 11, vous voyez qu'il est bicolore. C'est un hybride de néandertalien et de dénisovien. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on n'a pas découvert grâce à cette technique Zooms, mais grâce à la paléogénétique. Alors, comment ces restes se distribuent-ils dans la stratigraphie? Donc, je vous ai dit et répété que cette stratigraphie, elle est quand même très, très bousculée. Vous voyez la chambre principale, ici la chambre est où on a trouvé Denisova 3, et ici c'est la chambre sud. Le niveau qui a produit un certain nombre de ces spécimens de dénisoviens qui sont les plus connus, c'est un niveau qu'on appelle le niveau 11, qui a été subdivisé en niveaux 11.1, 11.2, 11.3, etc. Vous voyez que dans la chambre est, il fait quand même de drôles de figures comme ça. Et donc, un des problèmes qui se pose à Denisova, c'est qu'on pense que certains fragments osseux peuvent très bien avoir migré d'un niveau dans un autre à l'occasion de ces mouvements de sédiments. En particulier, dans un niveau plus récent, on peut trouver un petit bout d'os qui, en fait, a été déposé, qui était contemporaine à un niveau plus ancien, mais qui a été remonté. Alors, soit que les carnivores soient allés creuser un peu le sol de la grotte, soit que des mouvements de sédiments aient causé ces déplacements. Il faut imaginer, dans un environnement très froid, quand on a un sol qui est gelé en profondeur, l'été, quand il y a un dégel des sédiments en surface, ces sédiments sont gorgés d'eau et peuvent, dès qu'il y a une pente, ils vont se mettre à couler, à remplir n'importe quelle cavité, n'importe quel trou qui aurait été fait par une hyène, par exemple. Donc des mouvements de matériel. Encore une fois, le bon côté des choses, c'est la température très basse. Et donc vous voyez que, en plus de ces ronds bleus qui représentent des néandertaliens et rouges qui représentent des dénisoviens, vous avez aussi des petites truelles bleues et des petites truelles rouges. Et ces petites truelles, elles figurent quoi? Elles figurent la présence d'ADN humain, fossile, non pas dans des os, mais dans les sédiments eux-mêmes. Et donc ça, c'est un développement tout à fait nouveau de la paléogénétique. Aujourd'hui, on commence à analyser le sol lui-même pour trouver de l'ADN humain, et, soit dit en passant, ça change complètement la façon de concevoir la fouille d'un gisement. On va regretter d'avoir jeté tous les sédiments qu'on a tirés de tout un tas de grottes dont on est allé tamiser dans la rivière d'à côté les sédiments pour trouver du matériel archéologique. Ce niveau 11, qui est le dernier niveau, donc l'ensemble de cette stratigraphie, elle couvre une période de temps assez longue. En bas des dépôts, on a des dépôts qui pourraient approcher 300 000 ans à peu près. D'ailleurs, soit en passant, qui sont des niveaux où on voit
l'activité de la rivière à l'entrée de la grotte, ou voire dans la grotte, ce qui nous indique que cette rivière, qui aujourd'hui est à 28 mètres sous le niveau de la grotte, a coulé devant la grotte autrefois. Ça donne une idée du creusement de la vallée pendant les derniers 300 000 ans. Et le niveau 11, donc c'est un niveau qui est très intéressant, mais malheureusement très perturbé, dans lequel on a trouvé du matériel qui a parfois qui produit des dates assez incohérentes les unes avec les autres. Et donc il y a tout un débat, en particulier certains désaccords avec les collègues russes à propos de ce qu'il faut attribuer aux Denisoviens ou pas. Et il se trouve que dans ces niveaux de la couche 11, on a du matériel qui, de mon point de vue, est du matériel du paléolithique supérieur, avec des objets d'art, des sculptures d'animaux, des choses comme ça, voire des choses beaucoup plus récentes, comme ce bracelet en jadéite, dont personnellement je ne pense pas qu'il ait été fabriqué par les Denisoviens. Mais enfin, c'est quelque chose que vous trouverez dans la presse, cette idée que dans le fond les Denisoviens ont évolué localement vers des comportements très complexes. Bon, c'est une autre forme de continuité régionale. Alors comment on peut dater toute cette présence des Denisoviens, des Néandertaliens dans la grotte de Denisova? Eh bien, malheureusement, les datations des couches, comme je vous l'ai dit, se révèlent assez problématiques à cause de ces perturbations, de ces remontées de matériel. Le radiocarbone ne va pas au-delà de 50 000 ans. Avant, on essaye d'autres méthodes, en particulier l'OSL, la méthode de luminescence optiquement stimulée. Il y a une autre façon de dater des fossiles pour lesquels on a de l'ADN qui est relativement bien séquencé. Et c'est ce qu'on appelle le raccourcissement de branches. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, simplement, lorsque l'on a des fossiles comme Denisova 3, Denisova 4, Denisova 8, pour lesquels on a ici de l'ADN mitochondrial, eh bien, je vous l'ai dit, l'ADN mitochondrial, il mute au cours du temps, même assez rapidement. Et donc, en assumant qu'il y a une régularité dans ce rythme de mutation, eh bien, on peut, dans le fond, placer chronologiquement les uns par rapport aux autres ces spécimens. C'est-à-dire, à partir d'un ancêtre commun à tous les trois, compte tenu de la distance génétique de ces différents individus entre eux et à l'ancêtre commun, eh bien, on peut construire un petit arbre comme celui-là et se faire une idée, eh bien, justement, de ce qu'on appelle le raccourcissement de branches, c'est-à-dire le fait que Denisova 8 a vécu et est mort bien avant que n'ont vécu ceux-là, et donc ceux-là, eh bien, ils ont accumulé plus de mutations au cours du temps. D'accord ? Et donc, grâce à cela, eh bien, on peut, encore une fois, en appliquant un taux de mutation qu'on a calculé à partir d'autres fossiles, eh bien, on peut établir que Denisova 8 vivait à peu près 60 000 ans avant Denisova 3 et Denisova 4. Ce qui est pas mal, parce que si on arrive à dater Denisova 3, eh bien, du coup, on a une idée de la date de Denisova 8. Donc ça a été fait avec l'ADN mitochondrial. Ça a été fait aussi avec l'ADN nucléaire. Et avec l'ADN nucléaire, je vous rappelle que cette phalangette, elle a livré un ADN de très très grande qualité. Eh bien, on peut là aussi se faire une idée grâce au raccourcissement de branches, de la période pendant laquelle ont vécu les derniers Denisoviens par rapport aux hommes actuels qui existent encore. Et donc, voilà, on a une date qui est, disons, autour de 80 000 ou 70 000, quelque chose comme ça, avant le présent, pour cette petite phalangette.
70 000 ou 80 000 ans, auquel il faut ajouter 60 000 ans pour avoir l'âge de la molaire de Denisova 8. Vous voyez, soit en passant, qu'on est quand même très très loin des âges qu'on pourrait attribuer à du matériel du paléolithique supérieur dans la région. Le paléolithique supérieur dans la région, ça commence à 45 000 à peu près, avec ce qu'on appelle le paléolithique supérieur initial. Donc de mon point de vue, bon, ça montre bien que dans ce niveau, dans ces couches 11, on a quand même des mélanges de matériel qui sont assez significatifs. Alors en combinant le radiocarbone, les datations par luminescence optiquement stimulée, et puis ces datations qui utilisent les données génétiques, on arrive à cela, on arrive à un modèle qu'on appelle un modèle bayésien, qui est un modèle probabiliste, dans lequel on attribue un âge probable à différents individus. Et vous voyez que, en gros, on arrive à une situation dans laquelle on a des Denisoviens qui sont assez anciens, hein, autour de 150 000, quelque chose comme ça, ou un peu plus hein, pour Denisova 2, un petit peu moins pour Denisova 8. Et puis ensuite, on a une période qui correspond à cet interglaciaire qu'on appelle le stade isotopique 5E, l'éémien des géologues, hein, c'est le dernier grand interglaciaire avant le nôtre, quelque chose qui commence il y a à peu près 130 000 ans. Et là, ce sont des Néandertaliens qui viennent habiter la grotte, avec plus tard un retour des Denisoviens pendant le stade glaciaire suivant. Et c'est au contact de ces deux populations qu'on a ce spécimen de Denisova 11, dont on a établi que c'était un hybride de première génération, donc un individu qui avait un papa dénisovien, un papa néandertalien, un papa dénisovien et une maman néandertalienne. Alors, tout n'est pas rose. Hein. Quand on regarde ça dans le détail, on est bien obligé d'imaginer qu'il y a des spécimens qui ont un petit peu bougé dans la stratigraphie. Et donc, en fait, le scénario le plus probable, c'est qu'on a, disons, dans cette région de l'Altaï, des Denisoviens qui vivent. Pendant un interglaciaire qui est un interglaciaire assez exceptionnel, hein, des interglaciaires, j'allais dire, très, très chauds, il y en a eu quelques-uns dans le Pléistocène, mais 5E, c'est un de ceux qui comptent. Hein. C'est un de ces interglaciaires pendant lesquels il y a eu des hippopotames qui vivaient dans la Tamise, dans le Rhin. Donc un changement climatique assez important. Et on pense que c'est à l'occasion de cet interglaciaire-là, qui commence donc il y a 130 000 ans, que les Néandertaliens, qui sont un groupe essentiellement de l'ouest de l'Eurasie, eh bien, vont se répandre. Alors, ce n'est pas une invasion, ce n'est pas une migration, hein, simplement ils se déplacent dans une zone écogéographique qui leur est favorable. Hein, et donc, dans une bande de latitude est, ouest-est, eh bien, ils vont très loin, ils vont jusque dans l'Altaï. Et ça, c'est possible parce que pendant les interglaciaires, alors que toutes les mers et les océans s'étendent, eh bien, la mer Caspienne se réduit. Il y a aussi un vaste complexe de lacs, de marécages qui existe juste au sud de la calotte glaciaire qui couvre le nord-ouest de l'Europe et qui couvre la Russie, donc disparaît. On a des conditions de climat, de végétation qui sont plus favorables, et donc on a cette expansion, si je peux dire, des Néandertaliens vers l'est. Et donc ils arrivent jusque dans l'Altaï, et là ils rencontrent les Denisoviens. Alors, bon, comme il y a un hybride, ils sont forcément rencontrés de près, hein, mais ça ne nous dit pas qu'ils aient vécu ensemble dans aucun de ces sites-là. C'est-à-dire on n'a pas des niveaux archéologiques où on a les deux ensemble sur une période longue. C'est probablement des remplacements successifs
Donc ce spécimen de Denisova 11, on l'a très très bien étudié. Donc c'est une fille encore, je crois, qui vivait il y a à peu près 90 000 ans. Et vous voyez qu'elle a donc un papa qui est dénisovien, voilà, rouge, et puis une maman qui est néandertalienne. Et c'est assez intéressant parce que ce papa dénisovien, il a déjà reçu dans son ascendance un petit peu d'ADN néandertalien. Hein. Et quand on analyse en détail les relations de parenté entre la mère de cet hybride et puis d'autres néandertaliens, l'orteil que je vous ai montré tout à l'heure là, de Denisova, et puis des néandertaliens d'Europe, on voit que probablement il y a des sortes de pulsations. Ce n'est pas un déplacement des Néandertaliens vers l'Altaï. Il y a eu probablement plusieurs groupes, plusieurs épisodes qui expliquent donc ces introgressions d'ADN néandertalien à plusieurs reprises dans la lignée dénisovienne. Et puis après, l'interglaciaire se termine, on revient à des conditions glaciaires. Là, la Caspienne double de surface à nouveau, complexe fluvio-glaciaire sous la calotte glaciaire en Russie. Enfin bon, la vie devient franchement impossible sur une grande partie de l'Asie centrale. Et donc là, pour les Néandertaliens, c'est fini, si je peux dire. En tout cas, dans l'Altaï, on ne va pas les retrouver avant un petit moment. Ils vont peut-être revenir encore plus tard ensuite. Alors ce que je vous décris là, au cours de ce cycle interglaciaire-glaciaire, rien ne nous dit que ça ne s'est pas produit auparavant, même probablement produit auparavant, au cours de cycles antérieurs, mais ça n'est pas très documenté. Alors, je peux vous dire quelques mots ensuite de ce qu'on a tiré de l'analyse de ces génétiques de ces Denisoviens et de ces Néandertaliens. Je vous ai dit, la conservation de l'ADN est vraiment exceptionnelle, donc on peut tirer énormément d'informations. On a tiré des informations sur la diversité génétique de ces populations et donc indirectement sur leur taille. Et ce qu'on montre quand on regarde cette diversité, eh bien, c'est que quand on compare entre eux tous ces Denisoviens de Denisova, eh bien, ils ont beaucoup moins de diversité que ce qu'on observe si on prend des hommes actuels dans une population et qu'on essaie de regarder leur diversité. Et c'est encore plus marqué pour les Néandertaliens qui sont arrivés dans l'Altaï. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a probablement des petites populations qui sont assez endogames et qui n'ont pas beaucoup de, j'allais dire, de sang frais, si je peux dire, qui vient augmenter leur diversité génétique. On peut calculer ce qu'on appelle la taille effective de ces populations. Alors, taille effective de la population, c'est un terme que les généticiens utilisent pour estimer le nombre d'ancêtres qu'il faut pour expliquer la diversité génétique dans une certaine population. Ce n'est pas vraiment la taille de la population ancestrale, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des paramètres autres que la taille de la population qui interviennent, en particulier ce qu'on appelle la structuration des populations, le fait qu'une grande population peut être par exemple divisée en sous-groupes qui ne se mélangent pas trop entre eux, ça va affecter la taille de la population effective. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut, en analysant le génome nucléaire, on peut étudier l'évolution au cours du temps de la taille de la population effective. Donc tous ces traits de couleur correspondent à des variations de taille de la population effective depuis le passé vers le présent, qui est ici à gauche. Ces couleurs claires représentent des populations d'Homo sapiens, d'Afrique, d'Asie, d'Europe. Vous avez même des Français là-dedans qui sont en jaune quelque part. Et cette ligne rouge et cette ligne noire, ça correspond à l'évolution de la taille effective de la population au cours du temps de ces Denisoviens et de ces Néandertaliens de l'Altaï.
Alors vous voyez que pour eux, ça ne va pas si bien que ça. Disons, au cours du dernier demi-million d'années, leur population ancestrale a constamment réduit de taille. Et donc, on est bien dans cette image de petites populations très dispersées, assez endogames, qui d'ailleurs vont finir par disparaître, être remplacées par des hommes actuels. Alors ça commence, ce déclin, ça commence à peu près il y a un peu moins du demi-million d'années. C'est en gros le moment où on voit se diversifier toutes ces lignées en Eurasie. Donc moi je pense que c'est peut-être d'ailleurs l'explication de cette divergence assez forte entre néandertaliens, ancêtres des Homo sapiens, peut-être dénisoviens, c'est-à-dire des causes qui sont des causes probablement environnementales qui abaissent la taille des populations et donc qui amènent à ce manque de variabilité, de diversité génétique. Je vais vous donner un exemple de ce manque d'ouverture. Ici, on a essayé de reconstituer le niveau de relation, de parenté, entre les parents de cet orteil, si je peux dire, c'est-à-dire le père et la mère de l'individu qui avait cet orteil-là. Donc là, il s'agit d'un néandertalien de la grotte de Denisova. Vous voyez, quand même, on est dans des choses assez scabreuses, quand même, c'est-à-dire demi-frère, demi-sœur, grand-père, petite-fille, tante-neveu, double cousin germain. Vous voyez, des choses quand même très, très, très endogames. Et d'une certaine façon, je dirais, c'est quelque chose qui est confirmé par l'archéologie. Les gens qui étudient les sites de l'Altaï, voilà une citation qui, dans le fond, exprime ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas des sites avec une grande intensité d'occupation, on n'a pas énormément de matériel archéologique comme on peut en trouver dans des sites du sud-ouest de la France, par exemple. C'est plutôt des sites qui ont des fonctions assez spéciales. Les gens viennent pour chasser un certain gibier ou pour séjourner là une certaine saison, donc des occupations assez courtes. Alors évidemment, au cours de centaines de milliers d'années, ça produit du matériel archéologique, mais en gros, tout ça, ça renforce cette idée d'une occupation assez faible avec des groupes qui sont assez peu nombreux. Alors, avant d'en finir avec ces néandertaliens, ces dénisoviens et néandertaliens de l'Altaï, je voudrais vous dire un mot de cette histoire d'ADN mitochondrial qui donnait un signal différent de l'ADN nucléaire. Vous vous souvenez qu'en 2010, quand on a séquencé de l'ADN de dénisoviens, ce qu'on a d'abord trouvé, c'est que les dénisoviens, c'était quelque chose qui avait divergé il y a 1 million d'années, qui n'avait rien à voir avec les néandertaliens, les ancêtres des Homo sapiens. Et donc ensuite, on a un petit peu, j'allais dire, poussé ça sous le tapis quand on a eu des données nucléaires. Alors, on a pu, depuis, séquencer de l'ADN mitochondrial de néandertaliens très anciens, les néandertaliens les plus anciens qu'on connaisse, qui viennent d'un site espagnol qui s'appelle Cima de los Huesos, près de Burgos, en Espagne, 430 000 ans, sont vraiment les premiers fossiles en Europe qu'on peut placer juste après cette divergence entre dénisoviens et puis néandertaliens. Et figurez-vous que là, eh bien, ce qu'on a trouvé, c'est de l'ADN nucléaire néandertalien. On est très content, ça prouvait bien que ces fossiles d'Atapuerca, de Cima de los Huesos, c'était le début de la lignée néandertalienne. C'est de l'ADN un peu différent de celui des néandertaliens les plus récents, mais quand même, il y avait des caractères partagés qui permettaient de les placer là. Mais alors, stupeur, l'ADN mitochondrial de ces hommes de Cima de los Huesos, c'était un ADN qui ressemblait furieusement à l'ADN mitochondrial des dénisoviens de l'Altaï. Et on s'est demandé vraiment ce qui se passait. Les gens imaginaient tout un tas de choses, des dénisoviens venant de l'Altaï en Espagne. Bon, ça paraissait quand même assez bizarre. Et finalement,
le fin mot de l'histoire est venu avec un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans seulement, et qui s'est intéressé à ce problème, c'est-à-dire le fait que quand on regarde la date de coalescence, c'est-à-dire la date à laquelle on a un ancêtre commun pour l'ADN nucléaire des Néandertaliens et des hommes modernes, je vous ai dit, on tourne autour de 650 000, peut-être 700 000. Quand on fait la même opération avec l'ADN mitochondrial, eh bien, on a une date beaucoup plus récente. On a une date à 400 000, 450 000, voire 300 000. Et ça, c'est complètement anormal, parce que pour des raisons, j'allais dire, théoriques, cette date de coalescence pour l'ADN mitochondrial devrait être plus ancienne que la date de coalescence pour l'ADN nucléaire. Et en fait, ce que l'on pense, c'est que l'ADN originel des Néandertaliens, c'était le même que l'ADN mitochondrial des Denisoviens. Donc on a un ADN mitochondrial ancien qui est partagé par les ancêtres des Denisoviens et des Néandertaliens. Et il y a autour de 300 000 ans, on pense qu'il y a eu une introgression d'ADN mitochondrial à partir d'une population d'origine africaine dans les Néandertaliens. Et donc, ça explique que l'ADN mitochondrial des Néandertaliens les plus récents, eh bien, dans le fond, il a une date de coalescence plus récente avec les hommes modernes que les Néandertaliens les plus anciens. Alors, je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est un petit peu compliqué, mais pour dire les choses simplement, l'ADN nucléaire, c'est quelque chose qui se réorganise, qui se mélange à chaque génération. D'accord ? L'ADN mitochondrial, non. Hein, il ne se recombine pas. Et donc, quand on a un type, enfin, quand une femme porte un type particulier d'ADN mitochondrial, elle le transmet à ses enfants. Et la seule chose qui peut arriver, c'est que cette lignée peut se perdre, mais il peut se passer autre chose aussi. C'est qu'à travers un contact, une reproduction, l'ADN mitochondrial d'un groupe peut passer dans un autre groupe en bloc, sans mélange, sans modification. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît de façon assez courante chez les mammifères. Voilà ici un exemple de phylogénie d'ours établi ici avec l'ADN nucléaire. Alors vous voyez, on a l'ours polaire qui est bien séparé de toutes les populations d'ours bruns, donc c'est ce qu'on attend avec l'ADN nucléaire, mais quand on fait la même opération avec l'ADN mitochondrial, patatras, ça ne marche plus du tout. C'est-à-dire qu'on a certaines populations d'ours bruns qui ont apparemment plus de parenté avec les ours polaires qu'avec les autres ours bruns. Et ça, pourquoi on observe cette situation-là ? Eh bien, au cours du dernier demi-million d'années et au cours de toutes ces fluctuations climatiques dont on a parlé, eh bien, il y a eu des épisodes dans lesquels des ours polaires et des ours bruns se sont retrouvés, en particulier dans des îles, coincés, si je peux dire, des toutes petites populations vestigiales. Et ces populations, eh bien, elles se sont hybridées. Et là, l'ADN mitochondrial d'une espèce est passé dans l'autre, si je peux dire, et a survécu dans l'autre espèce. Et c'est probablement quelque chose comme ça qui s'est passé pour les Néandertaliens. 300 000 ans, je vous rappelle, c'est l'âge des fossiles de Djebel Irhoud. Et donc, on peut très bien imaginer qu'il y a environ 300 000 ans, quelque part dans le sud-ouest de l'Asie, au Proche-Orient, par là, il y a eu déjà des contacts entre des populations africaines et des populations néandertaliennes de l'ouest de l'Eurasie, et qu'un phénomène comme celui qu'on connaît chez nos ours blancs et nos ours bruns, eh bien, s'est produit, ce qui explique cette divergence entre les arbres phylogénétiques de l'ADN nucléaire et de l'ADN mitochondrial. J'espère que vous avez tout compris. Alors, c'est pire que ce que vous imaginez, parce que
Voilà donc une autre façon de présenter la phylogénie. Je vous ai dit, on a une divergence ancienne entre les ancêtres des hommes actuels et puis un clade eurasiatique, dénisovien plus néandertalien, donc ça se passe il y a 650 000 ans à peu près. Et puis il y a environ 420 000 ans, une séparation entre les ancêtres des néandertaliens et les ancêtres des dénisoviens. Alors, vous voyez que depuis, il y a des flèches rouges un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire que les dénisoviens ont été en contact avec les néandertaliens, les Africains avec les néandertaliens, les néandertaliens à nouveau avec des homo sapiens beaucoup plus tard quand les homo sapiens sont sortis d'Afrique pour venir les remplacer, si je peux dire. Même chose avec les dénisoviens. Et donc on a établi toute une série d'introgressions, enfin on a démontré toute une série d'introgressions dans le passé qui se sont produites entre toutes ces lignées. Deux choses importantes. D'abord, il faut bien se rendre compte que malgré cela, ces lignées ne se sont pas mélangées, elles ont gardé leur identité. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est très intéressant et très important, qu'on identifie bien maintenant chez les mammifères. C'est-à-dire que quand deux espèces se séparent, eh bien, elles vont garder pendant très longtemps, parfois plusieurs millions d'années, une capacité d'hybridation avec l'espèce proche. Il y a à peu près 25%, à peu près un quart des mammifères actuels, dont on sait que dans un passé plus ou moins lointain, ils sont hybridés avec leurs voisins, si je peux dire. Donc, je vous ai parlé des ours bruns et des ours polaires. Alors on a la même chose avec les baleines, les dauphins, les babouins, toute une série de carnivores, les éléphants, les chevaux, enfin, etc. Tout le monde se mélange. Ce qui est intéressant quand même, c'est que je parle un peu vite en disant tout le monde se mélange, parce qu'il y a des mécanismes qui, au-delà d'un certain seuil, même si l'interfécondité est possible, ces mécanismes vont maintenir l'identité, si je peux dire, de l'espèce. Donc quand on passe ce seuil-là, c'est trop tard, si je peux dire. Il n'y a pas de retour en arrière vraiment. Et, enfin, soit dit en passant, ça montre l'impossibilité d'utiliser le critère d'interfécondité pour définir une espèce. Et en l'occurrence, quand il s'agit des hominines, ce qu'on sait, c'est que ces introgressions restent quand même à un niveau faible. C'est-à-dire, on parle au maximum de quelques pourcents, mais souvent, ce sont des introgressions qui se chiffrent en 0, quelque chose %. Donc, c'est très, très faible quand même. Cela étant dit, on a identifié dans le génome des populations actuelles un certain nombre de gènes codants qui codent des protéines et qui ont été retenus par les sélections naturelles, bien que venant de néandertaliens ou de dénisoviens. Alors, sont presque toujours des gènes qui concernent l'environnement local ou l'immunité, c'est-à-dire, en gros, des gènes qui étaient avantageux pour des migrants venant s'installer dans une région pour laquelle ils n'étaient pas a priori adaptés. Et donc, ils ont hérité des populations archaïques locales qu'ils ont remplacées, quelques gènes qui étaient avantageux, entre guillemets. On a souvent parlé, vous savez que vous avez à peu près 2% d'ADN néandertalien, moyenne, certains plus que d'autres. Cela étant dit, ça ne veut pas dire 2% de gènes qui codent des protéines, hein, parce que les gènes qui codent dans le génome, c'est une toute petite partie du génome, et donc on soupçonne que dans ces 2%, il y a peut-être beaucoup d'ADN qui, en fait, entre guillemets, ne sert à rien, mais qui est là et qui témoigne d'un épisode qui s'est passé dans le passé. Alors quand on regarde dans les populations actuelles, où est-ce qu'on trouve de l'ADN dénisovien ? Eh bien, on a une carte comme ça. Le rouge sont les populations où il y a la plus grande quantité d'ADN dénisovien présent, et c'est en Papouasie et en Australie qu'on trouve ça. Ce sont des populations où on peut trouver jusqu'à 4 à 6%, suivant les individus, d'ADN dénisovien qui est toujours présent.
En Europe, on n'en trouve pas du tout, ni en Afrique. On en trouve en Asie et en Amérique. Bon, l'Amérique, les populations d'Amérique actuelle, c'est si je peux dire, un appendice de l'Asie. Je parle des Amérindiens qui sont arrivés par le détroit de Bering. Et vous voyez qu'en Asie, un petit peu partout en Asie, on a... alors on est très très loin du rouge, on est dans le vert, plus ou moins clair ou foncé. Alors ce vert plus ou moins clair ou foncé, ça veut dire quoi? C'est que là, on est à 4 à 6% dans certains individus. Là, on parle de 0,2%. Donc on est beaucoup plus bas. Alors, cette carte, quand même, quand elle a été, quand elle a été publiée, mais même avant cela, a quand même posé question. Parce qu'on s'est dit, mais enfin, comment des Denisoviens qui sont là, près de la frontière entre le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine et la Russie, comment est-ce qu'ils ont pu transmettre de l'ADN dénisovien aux Australiens ou aux Mélanésiens? Et donc, dès les premières publications sur l'ADN des Denisoviens, nous avons été plusieurs, moi-même, mon collègue Chris Stringer à Londres et 2 ou 3 autres, à dire, mais en fait, premièrement, ça implique que ces Denisoviens, ils n'ont pas vécu juste dans l'Altaï, ils ont vécu probablement pratiquement sur toute l'Asie, parce qu'il a bien fallu que les ancêtres des Australiens, en chemin depuis l'Afrique, les rencontrent quelque part, et c'est très improbable qu'ils les aient rencontrés dans l'Altaï, donc c'est plutôt au sud de l'Himalaya que ça s'est passé, ou dans le sud-est asiatique, premièrement. Et puis, deuxièmement, on a en Chine tout un tas de fossiles dont on ne sait pas trop quoi faire, qui pourraient être des Denisoviens. Alors, on a, depuis la Seconde Guerre mondiale, découvert pas mal de fossiles en Chine, qui ont été... Alors, je vous rappelle le schéma de continuité évolutive régionale qui était très en faveur chez nos collègues chinois. Donc, pour eux, ces fossiles, qui n'étaient ni des Homo erectus, ni des Homo sapiens, ni des Néandertaliens, eh bien, c'était quelque chose d'intermédiaire entre les Homo erectus et puis les Homo sapiens qui habitent aujourd'hui en Chine. Et à la lumière de cette découverte des Denisoviens, on a commencé à se dire, en fait, peut-être que tous ces fossiles qui ne sont ni des Homo erectus ni des Homo sapiens sont des Denisoviens. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que aucun de ces fossiles jusqu'à présent n'a livré d'ADN, donc on ne peut pas rapprocher leur ADN de l'ADN de Denisova, puisqu'on n'a pas d'ADN. Et puis, autant ces fossiles sont assez complets et on peut décrire des tas de caractères sur ces fossiles-là, autant à Denisova, ma foi, on n'a rien à décrire du tout. Parce qu'on a 3 dents isolées et puis un bout de crâne comme ça, dont on peut dire il est épais, il est primitif, mais c'est à peu près tout. Alors, nous en étions là de nos réflexions quand, en 2016, une collègue de l'université de Lanzhou m'a contacté alors que j'étais en vacances, brièvement, et m'a envoyé cette photo en me disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» On m'a dit que vous étiez un expert. Est-ce que ça vous paraît intéressant? Alors, ça m'a paru fichtrement intéressant parce que cette mandibule, enfin, il y avait d'autres photos, c'était clairement une mandibule qui n'était pas une mandibule d'Homo sapiens, et donc c'était quelque chose de beaucoup plus primitif, beaucoup plus ancien, manifestement. Donc on a pris contact, elle est venue me rendre visite à Leipzig, je suis parti la voir au pied du Tibet, parce que tout ça se passe au pied du Tibet, enfin au pied du plateau tibétain, et ce qu'il y a, j'allais dire, de plus extraordinaire peut-être dans cette découverte, c'est que cette mandibule vient d'une grotte qui est près d'une ville qui s'appelle Xiahe, sur le plateau tibétain, et cette grotte est à 3300 mètres d'altitude. Et jusqu'à cette époque-là, personne n'avait imaginé que autre chose que des Homo sapiens, et même des Homo sapiens assez récents, disons de moins de 40 000 ans, avaient pu vivre sur le plateau tibétain.
Et là, manifestement, on avait quelque chose qui était beaucoup plus ancien, certainement, et qui n'était pas un Homo sapiens donc, au Tibet. Alors cette histoire, je parle du Tibet, est assez, un peu dans le style Tintin au Tibet quand même, hein. C'est-à-dire que cette mandibule, elle a été découverte dans cette grotte, non pas par une fouille archéologique, mais par un moine tibétain qui est allé dans cette grotte, parce que devant la grotte, il y a un temple, il y a un petit sanctuaire dans la grotte, on y va méditer, etc. Et ce moine, donc, je crois que c'est en 1980, est allé dans la grotte où on trouve en surface des os fossiles et a ramassé cette mandibule. Les os fossiles qui sont récoltés dans ces grottes, traditionnellement, on les réduit en poudre pour faire des médicaments dans la pharmacopée traditionnelle chinoise. Heureusement, ce moine a eu l'idée d'offrir cette mandibule à un dignitaire religieux local, et ce dignitaire religieux, lui non plus ne l'a pas réduit en poudre, l'a gardé un moment, et il a fini par la donner à un géologue, et ce géologue l'a donnée à l'université de Langzhou. Alors, le 6e Bouddha vivant est mort, le géologue chinois est mort, et le moine aussi. Et donc, c'est vrai que ça a été assez compliqué de se faire une idée du contexte, j'allais dire, géologique, archéologique de cette mandibule. Je vais revenir là-dessus. On est dans le Guangzhou, donc au pied du plateau tibétain. On est à plus de 2000 km de Denisova. Hein. On est quand même assez loin de Denisova et d'un environnement qui est très différent. Alors, notre chance, ça a été que, en fait, sur cette mandibule, il y avait toujours du sédiment et une espèce de croûte carbonatée que personne n'avait enlevée. Elle était restée dans les collections de l'université sans que personne ne la nettoie, entre guillemets. Et cela, ça nous a permis d'obtenir des datations par une méthode qui est la méthode de l'uranium-thorium, qui est une méthode assez précise, et on a trouvé une date autour de 160 000 ans. Alors là, 160 000 ans, dans cette région du nord de la Chine, j'ai commencé franchement à rêver dénisovien, parce que je me suis dit, peut-être que là, on tient un dénisovien qui n'est pas de Denisova, mais qui est de Chine. Et comme la grotte est située en altitude, dans un environnement quand même assez froid, on a vraiment cru pendant un moment qu'on allait avoir de l'ADN fossile, pour une fois, sur un fossile chinois, parce que les autres, souvent, sont trouvés dans des environnements beaucoup plus tempérés ou chauds. Alors, malheureusement, notre collègue chinoise qui a fait l'extraction d'ADN, n'a pas trouvé d'ADN. Donc là, ça a été une grosse déception. Mais nous avions un joker en la personne d'un de mes étudiants en thèse, qui s'appelle Frido Welker. Et Frido Welker, c'est un spécialiste de paléoprotéomique. Alors la paléoprotéomique, ça consiste non pas à extraire de l'ADN, mais à extraire des protéines. Il se trouve que certaines de ces protéines survivent beaucoup plus longtemps que l'ADN. On pense à peu près 10 fois plus longtemps. Hein. On a extrait des protéines fossiles, de fossiles qui ont plusieurs millions d'années. Hein. Et évidemment, les protéines, ça ne donne pas autant d'informations que l'ADN. Mais il se trouve que les protéines, en particulier le collagène dont il s'agit là, sont des alignements d'acides aminés, et que ces alignements d'acides aminés sont codés sur l'ADN. Donc si on a l'ADN d'un dénisovien, on peut prédire la séquence d'acides aminés des protéines que cet individu était capable de produire. Et donc on a utilisé cette situation pour extraire des protéines anciennes de cette mandibule de Xiae, les séquencer et les comparer à ce qui était prévu par l'ADN dénisovien. Et donc, dans cette opération, on a pu construire un arbre phylogénétique comme celui-là, et vous voyez que cette mandibule de Xiae tombe justement avec les Denisoviens, enfin avec la phalangette de la petite fille de Denisova, et clairement, ça n'est ni un néandertalien, ni un Homo sapiens.
Et donc on était absolument aux anges. Donc ça a donné lieu à une publication qui est sortie dans Nature un peu plus tôt cette année, parce que pour la première fois, on avait un dénisovien, un qui n'était pas de Denisova, deux pour lequel on avait quelque chose à dire en termes de morphologie. Alors dans le temps qui me reste, je ne vais pas rentrer dans des détails morphologiques incroyables, mais sachez que du point de vue morphologique, cette mandibule elle a des caractères assez primitifs, elle ressemble beaucoup à d'autres spécimens du Pléistocène moyen. Vous voyez, elle est dans cette analyse en composante principale, elle tombe ici, sur le recouvrement entre des Homo erectus et puis des fossiles du Pléistocène moyen d'un petit peu partout. Donc, disons, c'est une mandibule qui est assez, je dirais, générique du point de vue de sa morphologie, non moderne. Ce qui est très intéressant, c'est que cette mandibule, donc, qui est dépourvue de menton, qui est très robuste, qui a tout un tas de caractères qu'on pourrait détailler, eh bien, elle n'est pas d'une taille extraordinairement grande, mais par contre, elle porte une denture d'une taille extraordinairement grande. Et ça se voit en particulier quand on regarde, quand on analyse l'arcade dentaire. Vous voyez ici sur cette analyse, alors qui tient compte non seulement de la forme, mais aussi de la taille. Vous voyez que suivant cette première composante principale, la mandibule là, de Xiae, cette étoile, elle se classe avec les mandibules les plus grandes qu'on connaît dans le Pléistocène. Hein. Donc de très très grandes... alors, non pas les plus grandes mandibules, mais les plus grandes arcades dentaires. Hein. Donc une arcade dentaire très très grande portée par une mandibule de taille plus moyenne. Sur les mesures individuelles des dents qui sont conservées, alors ce dont on parle là maintenant, c'est une reconstitution de la mandibule. Ce que vous avez vu tourner là, c'était une reconstitution en miroir des parties conservées après avoir enlevé le sédiment qui nous a servi virtuellement, qui nous a servi à dater le spécimen. La deuxième molaire, qui est la mieux conservée, vous voyez ces mesures en termes mésio-distal, bucolingual, la surface de la couronne, ici comparée à tout un tas de groupes pléistocènes. Vous voyez qu'elle est, en termes de surface de la couronne dentaire, eh bien, elle surpasse les moyennes de tout le monde, hein, plus grandes que des Homo erectus ou la plupart des fossiles du Pléistocène moyen. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attend chez un dénisovien. C'est ce qu'on a trouvé sur les restes de Denisova. On a fait des analyses beaucoup plus détaillées de la denture. Un des caractères assez particuliers de ce fossile, c'est qu'il n'a pas de troisième molaire. C'est-à-dire que cette troisième molaire n'a jamais existé. Donc il a une arcade dentaire qui est d'une taille très très grande, même sans avoir de troisième molaire. Du point de vue morphologique, on a une surface émail dentine. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'on pouvait étudier la topographie de cette surface à des fins de classification. Donc Xiae tombe avec d'autres spécimens du Pléistocène moyen, entre les Homo erectus et puis les Néandertaliens et les Homo sapiens. Vous voyez, vous avez Mauer ici, Balanicast, un fossile serbe aussi à peu près de la même époque. Il y a des caractères dentaires assez particuliers, notamment sur la deuxième molaire, on a une racine supplémentaire. Les molaires inférieures chez ces fossiles-là ont des racines antérieures et postérieures, mésiales et distales, qui forment des espèces de plaques qui sont en fait formées par la fusion chacune de deux racines. Là, on a une racine supplémentaire qui pousse sur le côté lingual de la molaire. C'est un caractère assez rare, on va y revenir dans un instant. Alors, une chose qui est apparue immédiatement, c'est que, d'abord, on avait un dénisovien, on pouvait décrire ses caractères. J'ai insisté beaucoup sur le fait que le fossile vient d'une grotte qui est située en altitude. Du coup,
ça a résolu un petit mystère qui se posait à propos de ces gènes hérités des Denisoviens par les populations asiatiques actuelles. En particulier, dans ces gènes, il y a un allèle, une variété, une variante d'un gène qui s'appelle EPAS1. Et ce gène, quand on a cet allèle-là, on a dit que c'était l'allèle des athlètes. Hein. C'est un gène une variante de ce gène qui facilite le transfert de l'oxygène. Et il se trouve que dans les populations asiatiques actuelles, on trouve ce gène au Tibet, dans des populations qui vivent en haute altitude. Et quand on a séquencé le génome des Denisoviens de Denisova, on a trouvé cette variante. Et donc, on en a déduit que les populations qui vivent aujourd'hui en haute altitude sur le plateau tibétain avaient hérité ce gène des Denisoviens. Alors, il y avait quand même un petit problème, c'est que la grotte de Denisova n'est pas du tout en haute altitude. Et donc, on ne comprenait pas pourquoi les Denisoviens auraient eu cette variante de ce gène à Denisova. Alors, en fait, avoir trouvé une mandibule de Denisovien sur le haut plateau tibétain, ça nous indique que c'est probablement de ces Denisoviens-là que cette variante de ce gène, cet allèle, a été hérité par les populations actuelles. Donc ce gène qui permet de survivre dans des environnements à faible teneur en oxygène. Alors l'autre grand bénéfice de cette découverte de Xiae, c'est qu'on a pu comparer cette mandibule à d'autres mandibules découvertes en Chine. Vous vous souvenez qu'on avait, en tout cas moi, toujours dans l'idée que des fossiles chinois connus étaient probablement des Denisoviens, mais on n'avait pas d'ADN. Là, on avait de la morphologie. Et donc, on a poursuivi des comparaisons, et assez vite, on est tombé sur cette mandibule, qui s'appelle la mandibule de Penghu. Alors, cette mandibule a été découverte dans la mer de Chine. Elle a été draguée au fond de la mer de Chine, entre Taïwan et le continent. La vie n'est pas simple. Hein. Et on ne sait pas trop son âge. Elle est pléistocène, elle n'est pas moderne du tout. Et alors, cette mandibule de Penghu, qui a été publiée il y a quelques années, il se trouve que les mesures de cette mandibule sont presque au millimètre près les mesures de notre mandibule de Xiae. C'est-à-dire, morphologiquement, elle est extrêmement proche. Elle n'a pas de troisième molaire, ce qui est un caractère, ça arrive souvent chez les hommes actuels, mais c'est assez rare chez les hommes du Pléistocène moyen. Et on trouve des détails dans la morphologie dentaire, y compris cette racine supplémentaire sur la seconde molaire dont je parlais tout à l'heure, qui est un truc tout à fait pratiquement inconnu dans le registre fossile. Donc voilà deux fossiles qui se ressemblent de façon extrêmement frappante et qui possèdent ce caractère. Il se trouve que ce caractère, dans les populations actuelles, il existe pratiquement pas en dehors de l'Asie, et c'est dans des populations chinoises et amérindiennes qu'on trouve encore aujourd'hui des fréquences assez élevées de ce caractère un peu bizarre. On pense que ça pourrait être aussi un héritage, si je peux dire, des Denisoviens. Alors, qu'en est-il des autres fossiles chinois? Bon, c'est difficile à prouver, mais on a en Chine, je reviens là-dessus, des fossiles qui sont des fossiles qui ont un grand cerveau, qui ne sont pas des Homo erectus, qui ne sont pas des Homo sapiens, qui ont des caractères qui les rapprochent parfois des Néandertaliens, mais en même temps pas suffisamment pour qu'on en fasse des Néandertaliens. Bien, c'est exactement ce qu'on attend du groupe frère des Néandertaliens que sont les Denisoviens. Et donc, ces caractères, j'allais dire simili-néandertaliens, ils ont été déjà décrits, en particulier sur ce fossile de Mappa qui vient du sud de la Chine. On a des caractères dentaires aussi qui rappellent beaucoup ceux dont on vient de parler sur des fossiles qui viennent
du nord de la Chine, pas très loin de Pékin, un gisement qui s'appelle Xuzhayao. Et tous ces sites sont dans la fourchette de temps qui est la bonne, si je peux dire. C'est-à-dire ils ont moins de 400 000 ans et ils ont plus que 50 000 ans. Donc ils sont après cette divergence néandertalien-dénisovien. Personnellement, je pense que pratiquement tous les fossiles chinois qui sont dans ce créneau chronologique-là sont probablement des dénisoviens. On a parfois dans ces fossiles des caractères, par exemple, ça sont des oreilles internes de spécimens de Xuzhayao, sont des spécimens qui possèdent des oreilles internes qui ressemblent beaucoup à celles des néandertaliens. Quand ça a été décrit, il y a des gens qui ont dit, mais où ce caractère ne veut rien dire, entre guillemets, entre parenthèses, Hublin avait tort, parce que j'étais un de ceux qui ont promu ce caractère comme un caractère néandertalien, ou alors on a des néandertaliens en Chine. En fait, la solution, c'est pas ça, c'est qu'on a des choses proches des néandertaliens, mais non néandertaliennes en Chine, qui partagent ce caractère. Je vous montre encore un fossile qui a été décrit très récemment. Ce sont deux crânes qui viennent de Chine centrale, un gisement qui s'appelle Xuchang, des crânes énormes en taille, avec des cerveaux qui sont à peine en dessous de 2000 millilitres de taille, donc des très très gros cerveaux. Et puis, toujours pareil, des caractères de l'oreille interne, voire certains caractères morphologiques du crâne, par exemple cette petite fosse sur l'occipital qui rappelle les néandertaliens. Donc, moi, je pense qu'on a là tout un ensemble de fossiles qui doivent être examinés, en particulier par la paléoprotéomique, pour tester si on trouve le même résultat que sur la mandibule de Xuzhayao. Et je suis sûr que dans les mois et les années qui viennent, vous allez voir des travaux qui vont aller dans ce sens-là. Alors, deux petits points que j'aurais aimé développer beaucoup plus, mais je n'ai pas le temps. Ces fossiles chinois dont je vous ai dit, on ne savait pas trop quoi en faire, il y a quand même des gens qui ont proposé, il y a déjà assez longtemps, qu'ils pourraient être ces fameux Homo heidelbergensis, c'est-à-dire cette forme qui serait en gros ancestrale aux Néandertaliens et aux Dénisoviens. Alors ces Homo heidelbergensis, ils ont connu beaucoup de vicissitudes, on les a longtemps considérés comme l'ancêtre commun de l'Homo sapiens et du clade eurasiatique. Bon, aujourd'hui, on revient là-dessus, on pense que c'est quelque chose qui est vraiment lié au clade eurasiatique. Alors, il est possible qu'il y ait en Chine des Homo heidelbergensis. Le seul problème qu'il y a, c'est un problème de chronologie. C'est-à-dire que, vous vous souvenez qu'en Chine, on a des fossiles qu'on attribue à Homo erectus jusque vers 400 000 ans, voire un peu après. D'accord ? Donc, à cette époque-là, nos Homo heidelbergensis, ils se sont déjà divisés, si je peux dire, entre néandertaliens et dénisoviens. Donc, c'est théoriquement possible, mais si on a des Homo heidelbergensis en Chine, ils devraient être plus anciens que 400 000. Je ne pense pas qu'on ait quelque chose comme ça pour l'instant. Je pense que c'est plus probable que ces fossiles qu'on a attribués à Homo heidelbergensis sont en fait des dénisoviens. Et puis, pour finir, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas que la Chine dans la vie. Et vous vous souvenez qu'on a de l'ADN dénisovien en Asie, chez les Amérindiens, chez les Papous, chez les Australiens. Et j'ai insisté là-dessus. L'origine de cette introgression, c'est une origine qui est probablement sud-asiatique, quelque chose qui s'est passé dans le sud-est asiatique ou dans le sud de l'Asie. On en parlera un peu la prochaine fois à propos des îles. Et donc là, malheureusement, on n'a pas de fossiles comme ce que je vous ai décrit en Chine. On aimerait bien en avoir. Alors il y a quelques dents qui ont été décrites au Vietnam ou ailleurs, comme étant peut-être des Homo erectus, peut-être autre chose. Bon, aujourd'hui, on est dans une phase où on révise beaucoup de ce matériel. Ce que je vous ai montré la dernière fois, ce genre de travail comme celui de Clément Zanoli qui montre qu'un certain nombre de dents d'Homo erectus sont en fait des dents d'orang-outan ou d'autres primates, j'ai peur que ce soit le sort de beaucoup de ces dents soi-disant dominines pléistocènes qu'on ait dans le sud-est asiatique.
Toujours est-il que ce qu'on peut faire, c'est prendre cet ADN, cette introgression d'ADN qu'on trouve chez les Papous ou chez les Australiens, et comparer cet ADN avec l'ADN de Denisova. Hein? Et lorsqu'on fait ça, parce que, évidemment, mes 2% d'ADN néandertalien ne sont pas vos 2% d'ADN néandertalien. Donc, si tous les 2% d'ADN néandertalien se donnaient la main, on aurait beaucoup plus de pourcents d'ADN néandertalien à analyser. Et donc, on a fait cette opération avec les Denisoviens. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet ADN qu'on trouve dénisovien en Papouasie ou en Australie, il est quand même assez différent de celui de Denisova. Il est plus proche de celui de Denisova que de notre ADN ou de celui des Néandertaliens, mais il est un peu différent. Et on a beaucoup discuté de ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que probablement, au sein de ce qu'on appelle Denisovien, et qui est à l'origine de ces introgressions de matériel génétique archaïque en Asie, dans cette boîte, qui est une boîte dans laquelle, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a surtout les fossiles chinois, et puis notre mandibule de Xiae, et puis les fossiles de Denisova. Eh bien, il y a probablement des populations différentes, et on a déjà élaboré un modèle suivant lequel il y aurait 2 ou 3 branches lignées dénisoviennes, en particulier... Oups, alors ça, ce n'était pas prévu. En particulier, disons, une branche de Denisovien du Sud et une branche de Denisovien du Nord. Hein, Denisovien du Nord, ça serait ceux de Denisova. Denisovien du Sud, ce seraient ceux qui sont essentiellement à l'origine de l'ADN dénisovien qu'on trouve en Papouasie. Et ces 2 lignées, peut-être même 3, ces 2 lignées, elles auraient divergé il y a à peu près 350 000 ans. Alors pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 350 000 ans, c'est un peu moins, mais pas beaucoup moins, que le temps de divergence entre Néandertaliens et Denisoviens du Nord. Autrement dit, le jour où on mettra la main sur des Denisoviens du Sud, ils risquent morphologiquement d'être assez différents des Denisoviens qu'on trouve en Chine, dans l'Altaï ou au Tibet. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de Denisovien du Sud à vous montrer, et j'espère que dans un cours prochain, on pourra vous montrer un petit bout de Denisovien du Sud, mais il n'est pas encore tout à fait là. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut analyser la contribution de ces populations dénisoviennes au génome des populations actuelles. Ce qu'on trouve, c'est que chez des Japonais ou des Chinois actuels, je vous ai dit, on a très très peu d'ADN dénisovien, c'est 0,2%. Il y en a 0,1% qui viendraient des Denisoviens du Nord et 0,1% qui viendraient des Denisoviens du Sud. Par contre, chez les Papous, les Australiens, c'est 4 à 6% d'ADN dénisovien qu'on trouve chez certains individus. Tout vient apparemment de ces branches méridionales de dénisoviennes. Donc vous voyez, on a beaucoup de travail à faire, même si c'est quelque chose qui est absolument passionnant, hein, mais on a à, dans le fond, réévaluer les fossiles chinois, essayer de trouver de l'ADN, et si on ne peut pas, faire de la paléoprotéomique, et puis se donner beaucoup de mal pour essayer de trouver des nouveaux fossiles dans le sud-est asiatique, en espérant mettre la main sur un de ces Denisoviens du Sud. Je vous remercie.